Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Politique et Éco. Notre invité cette semaine, Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Vous êtes conseiller en gestion patrimoniale, spécialisé dans le Bitcoin. Ça va être évidemment le thème de notre émission du jour. Avant de commencer, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air ainsi qu'à commenter et partager un maximum pour un meilleur référencement sur Internet, et puis peut-être aussi parler de cet ouvrage qui m'aura servi à concevoir cette émission, ouvrage de Philippe Herrlin qui semble-t-il devrait être réactualisé prochainement, Bitcoin, comprendre et investir. Alors Louis-Alexandre de Froissart, ce Bitcoin, cette crypto-monnaie qui est née en 2008, à dire c'est certain, en tout cas c'est le cas de monsieur Herrlin, il s'agirait d'une véritable révolution, d'un nouveau paradigme. Alors en quoi ce Bitcoin va-t-il complètement affecter, révolutionner notre économie ? Alors, Bitcoin a pour but d'abord de permettre l'échange de valeurs d'une personne à une autre directement, sans tiers de confiance et sans demander la permission à personne. Ce qui veut dire que Bitcoin est neutre, il peut être adopté par n'importe qui dans le monde de manière assez simple, et c'est une manière de gérer un cash 3.0 en fait, pouvoir envoyer de l'argent où on veut. Du cash sur Internet. Du cash sur Internet. Et d'ailleurs, si on prend un grec aujourd'hui qui est connu dans la communauté Bitcoin, qui s'appelle Andreas Antonopoulos, il nous dit que ça pourrait être l'argent idéal pour Internet, la monnaie idéale pour Internet, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, Bitcoin, c'est l'Internet de la monnaie. Alors, ce Andreas Antonopoulos, j'ai relevé aussi plusieurs autres citations. Il dit ceci du Bitcoin. Bitcoin s'attaque au système bancaire tout entier. Il va gagner parce qu'il est ouvert. Ou encore, les États et le secteur bancaire ont bâti un système qui ne peut que vous asservir, vous appauvrir. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une monnaie numérique, mais pas virtuelle. Comment vous faites la différence ? Alors, c'est une monnaie numérique parce qu'elle se base sur une puissance de calcul. Aujourd'hui, le plus grand réseau de calcul au niveau mondial, c'est la blockchain Bitcoin, et c'est notamment tout son service de minage ou de validation des blocs. Pour vous donner une idée, c'est 1000 fois plus puissant que le plus gros réseau de calculateurs dans ce monde. C'est aussi une communauté qui est là pour développer le programme Bitcoin. Bitcoin est un programme qui a été écrit en 2008, mais qui a évolué au fur et à mesure avec une communauté de développeurs. Et donc, c'est ce système-là qui est ouvert dans le monde entier, qui va permettre d'abord de faire du cash, de faire des échanges de cash, mais aussi de développer un système financier. Parce que comme Bitcoin évolue d'année en année, lentement mais sûrement, pour rester sûr et solide, eh bien on va pouvoir commencer à programmer des échanges de valeurs sur Bitcoin. Donc à amener peu à peu des échanges financiers sur Bitcoin, et c'est pour cette raison que c'est un concurrent sérieux au réseau bancaire. Alors, Bitcoin est accessible à tous, surtout aux personnes qui n'ont pas de compte en banque. Oui. Et alors, il y a une raison à ça, et puis même une preuve à cela, c'est que quand vous prenez les 5 premiers pays où l'adoption Bitcoin et des cryptos est le plus important, vous avez 4 pays émergents sur 5, puisque en premier, par exemple, on a l'Inde, en deuxième, on a le Nigeria, qui sont des pays qui sont quand même des pays émergents, et notamment, on pense qu'aujourd'hui, la plus grosse partie de la population, en termes de nombre de personnes qui adoptent Bitcoin, se situe en Afrique, précisément. Alors, avant de rentrer dans l'explication de son fonctionnement, on peut d'abord s'intéresser au créateur de Bitcoin, un certain Satoshi Nakamoto. On ne sait presque rien de lui et il a cessé toute communication dès 2011. Alors, est-ce que c'est pas un peu étrange, surtout quand on sait que l'algorithme de hachage qu'utilise le Bitcoin s'appelle SHA-256 et que cet algorithme a été conçu et rendu public par l'agence de renseignement américaine, la NSA. Alors, est-ce que c'est pas un peu trouble tout ça ? Il y a 2 questions dans cette remarque, en fait. Dans cette question, il y en a 2. D'abord, on va parler de Satoshi Nakamoto. Parlons de lui. Dans ses écrits, puisqu'on a ses écrits, tout ce qu'il a écrit sur les différents blogs, et puis sur les canaux de discussion qu'il y avait au début de Bitcoin, on a tous ses écrits. Et dès le départ, on sent que Satoshi Nakamoto
n'a pas de complexe, n'a pas de complexe que sa création le dépasse, et n'a pas de volonté de contrôle. On sent dès le départ... C'est pas Mark Zuckerberg. Ah, c'est l'antithèse. Donc on sent que d'abord que c'est la réflexion de plusieurs personnes. Ce sont des années de recherche, c'est un courant qu'on appelle le cypherpunk, et c'est qui a permis, avec différents échecs technologiques, qui a permis d'arriver à ce que Bitcoin naisse en 2008. Et donc c'est à peu près une quarantaine de technologies qui sont assemblées par Satoshi Nakamoto avec une volonté de ne pas s'approprier cette création. On n'est d'ailleurs pas sûr que Satoshi Nakamoto soit un individu. Non. On pense aussi que ça puisse être un collectif d'individus. Ça peut être un collectif d'individus. Et beaucoup de bitcoiners s'accordent à dire que la meilleure chose qui puisse arriver à Bitcoin, c'est qu'on ne sache jamais qui l'a créé, parce que ça enlève une capacité de coercition sur cette création. Oui, la banque qui est mise en danger par le système Bitcoin voudrait peut-être s'en prendre physiquement, on ne sait pas. Exactement. Et donc, sur cette partie-là, ce qui est très très important, c'est de voir que quand on dit que Bitcoin est un réseau acéphale, c'est-à-dire sans tête, c'est aussi ce qui fait partie de sa sécurité. La deuxième partie de la question, c'est SHA-256, qui est le fameux algorithme de hachage, qui est vraiment très important parce qu'il est dans l'ensemble du système de sécurité de Bitcoin. Il faut revenir là encore à ce mouvement cypherpunk qui voit arriver dans les GAFAM une menace terrible sur l'espace de liberté qui était Internet. Et donc, ce qui s'est passé sur l'information, qui arrive entre quelques mains, pourrait arriver sur l'information qui a le plus de valeur, le plus d'importance, c'est la valeur. Et donc, ils ne souhaitent pas que l'échange de valeurs puisse être contrôlé par d'autres. Et on cherche à avoir un système qui puisse être non contrôlable. Et ce sont des gens qui viennent de l'univers de Linux, c'est-à-dire l'univers du logiciel libre, qui sont des gens qui ne souhaitent pas avoir une licence Microsoft, par exemple. Et donc, tout ce qui va être utilisé dans le développement de Bitcoin doit être ce qu'on appelle du open source, doit être du logiciel libre. Vous pouvez télécharger le code de Bitcoin, c'est tout à fait possible. Et toute cette aventure blockchain, elle est vraiment basée sur le logiciel libre. Ce qui veut dire qu'on utilise des technologies qui sont efficientes. Celles qui ont fonctionné, on les conserve. Celles qui ont failli, par exemple, il y a eu le gold, le e-gold qui a été créé. Il a mal géré la problématique de la réglementation. Il est mort. Mais on va pas se fourvoyer dans les erreurs du e-gold. Et donc, on va prendre les technologies qui nous intéressent et qui se sont montrées résilientes. Et avec tout ça, on arrive à la création de Bitcoin. Et si on imaginait que la NSA voulait prendre la main sur la blockchain qui contrôle le Bitcoin pour l'effondrer, qu'est-ce qui se passerait ? Alors en fait, on a quand même une communauté de développeurs de très très haut niveau sur Bitcoin, et donc cette communauté... Mais qu'est-ce qui nous dit que ces gens-là ne sont pas en cheville directe avec la NSA, par exemple ? Eh bien parce que quand on regarde leurs écrits, quand on sait d'où ils viennent, quand on regarde leur histoire, on a quand même accès à un certain nombre d'entre eux, et on voit très bien que ce sont des gens qui n'ont aucune sympathie pour le gouvernement américain. Prenons un exemple simple, il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui n'ont pu vivre que parce qu'ils ont eu des dons en Bitcoin. Donc il y a un certain nombre d'opposants au régime qui n'ont pu voir leur survie économique tenir que parce qu'il y avait Bitcoin. Et dans les développeurs que l'on connaît, il y a des gens qui sont assez discrets ou des gens qu'on rencontre, et on voit très bien que si on avait une faille de ce type-là, c'est une faille qui aurait été trouvée et qui aurait été remplacée. Dans le fonctionnement du SHA-256, on est sur du open source. Donc il n'y a pas de backdoor, enfin ce qu'on appelle la backdoor, il n'y a pas de porte de derrière, de visite pour cela. C'est un système, pour vous donner une idée, quel que soit le volume des données que vous mettez en entrée, ça vous sort toujours une suite de 64 caractères alphanumériques. Et ce système-là ne permet pas d'aller dans l'autre sens. C'est comme quand vous avez une machine pour les steaks hachés. Une fois que vous avez steak haché, vous n'allez pas pouvoir revenir à votre tendron ou à votre escalope si vous avez pris une escalope ou même une entrecôte. Est-ce qu'on a des personnalités qui seraient un petit peu complètement indépendantes, qui s'intéressent au Bitcoin, qui encouragent à investir dans le Bitcoin, hormis vous, mais des personnalités mondialement connues Alors, Bitcoin est un petit monde, et même s'il y a aujourd'hui 400 millions de personnes qui ont adopté Bitcoin, on peut dire que
On a un porte-parole d'assez haut niveau avec Donald Trump, qui est allé à une conférence Bitcoin cet été et est allé mettre en avant Bitcoin. Mais on peut aussi se poser la question de l'engagement géopolitique qui est derrière Bitcoin. Parce que Bitcoin, pour émettre des Bitcoins, il faut être mineur. Le mineur, c'est la personne qui va permettre de valider l'ensemble des transactions, qui va poser un tampon sur un bloc de transactions. Eh bien, ces mineurs, aujourd'hui, ont besoin d'électricité. C'est un enjeu géopolitique. Et ce n'est pas pour rien que cet été, Vladimir Poutine a dit que la Sibérie était un endroit où on pouvait produire, miner du Bitcoin, et il a même cité le nombre de Bitcoins produits sur le territoire russe l'année dernière. Vous pouvez comprendre que si je suis dirigeant russe et que je mine du Bitcoin, pour l'État par exemple, eh bien les Américains ne pourront pas me voler ces bitcoins. C'est pas comme quand j'achète de la dette américaine. Donc il y a une question de souveraineté qu'un certain nombre d'États ont compris, qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ont compris. On a un patron de MicroStrategy aux États-Unis, par exemple, qui détient énormément de bitcoins dans son entreprise. Ce sont des gens qui ont, eux, une foi peut-être déraisonnable ou déraisonnée dans Bitcoin, mais ce sont des exemples de la faible censurabilité de Bitcoin. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, Louis-Alexandre de Froissart, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif poursuivi par la création de Bitcoin? Pourquoi est-ce révolutionnaire? Alors, c'est révolutionnaire parce que, à l'époque d'Internet, quand on veut faire un échange de vous à moi, on a un premier sujet qui est la double dépense. Si je vous envoie un mail, pensez-vous avoir la copie ou l'original? Et est-ce que moi j'ai la copie de ce mail ou l'original de ce mail? Ça, on ne sait pas y répondre. Simplement, ce que l'on sait, c'est que vous avez le mail et moi aussi. Je vois une image qui me plaît sur Internet, je fais une copie d'écran, je la récupère. J'ai une double, triple ou quadruple, j'ai une dépense infinie. La problématique à laquelle répond Bitcoin, c'est d'abord d'éviter la double dépense. C'est-à-dire que quand moi, je vous envoie un demi-Bitcoin, si c'était le cas, eh bien, il faut que je sois sûr que moi, j'ai un demi-Bitcoin en moins et vous ayez un demi-Bitcoin en plus. Sans tiers de confiance. Parce que PayPal, je prends l'exemple d'une des créations d'Elon Musk, PayPal, par exemple, permettait d'avoir la même chose, mais il faut un tiers de confiance qui est PayPal. Ici, on n'a pas besoin de tiers de confiance. Une monnaie circulant de façon décentralisée. C'est l'idée que vous expliquez. Qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un grand livre de comptes. Dans les comptes, vous avez une personne qui envoie à une autre personne une fraction, et ça rentre dans un livre de comptes. Et la page de compte, elle est, toutes les 10 minutes, il y a une page qui est tamponnée. Et dans le système monétaire actuel de virement et de paiement, le livre de compte, c'est la banque. Oui, et là, c'est un livre de compte qui, au lieu d'être centralisé à un seul endroit, il est dispersé dans un certain nombre, et il est public, et il est dispersé dans un certain nombre de nœuds. Donc on sait qu'une adresse A a envoyé à une adresse B ceci ou cela, et on sait qu'une adresse A a pu envoyer à 25 adresses des fractions de ci ou de ça, et ça, c'est dans un grand livre de compte qui est tamponné toutes les 10 minutes, et on a l'ensemble des transactions. Valider ces transactions donc par ceux dont vous parliez tout à l'heure, les mineurs, qui sont la communauté qui valide les transactions. Oui. Et alors pourquoi on parle de mineurs? Parce qu'on parle de mineurs parce que, en fait, ce sont des gens qui sont en compétition. C'est une compétition extrêmement acharnée. Moi-même, j'en fais partie. Et dans cette compétition acharnée, nous sommes tous en compétition toutes les 10 minutes pour trouver la réponse à une équation à une seule inconnue. Donc, il y a énormément de compétition parce que le niveau est de plus en plus difficile. Plus on est nombreux, plus le niveau est difficile. Mais par contre, il est très facile de vérifier le résultat. On ne perd pas de temps à vérifier le résultat puisque c'est une équation à une seule inconnue. Par contre, ça va être très difficile de trouver la réponse. Et le réseau s'adapte automatiquement. C'est-à-dire, plus j'ai de compétiteurs, plus c'est difficile. Moins j'ai de compétiteurs, moins c'est difficile. Et toujours, le réseau s'adapte à 10 minutes. Toutes les 10 minutes, j'ai un bloc qui est émis. Eh bien, celui qui valide ce bloc, qui a dépensé de l'énergie pour trouver la réponse, il va être rémunéré avec l'émission de nouveaux bitcoins. En ce moment, c'est 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes. Au début, c'était 50. Dans 4 ans, ça sera la moitié de 3. Dans 8 ans, ça sera un quart, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a une monnaie qui est en désinflation.
C'est-à-dire la création monétaire va se ralentir au fur et à mesure. La rareté s'organise au fur et à mesure. Alors que dans le système actuel, l'inflation ne fait que monter. Chez Bitcoin, l'inflation descend. Exactement. On est dans l'exact opposé de la création monétaire actuelle. Tous les déficits que nous avons sont là pour créer une monnaie qui est de moins en moins dense, alors qu'à l'opposé, Bitcoin est de plus en plus rare. Mais comment vous pourriez nous faire comprendre que ce Bitcoin va prendre une place énorme dans les années et les décennies qui viennent? Parce que moi, quand on m'a mis devant Internet, quand j'avais 10 ans, 15 ans, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Alors, en fait, aujourd'hui, essayez de penser à un monde sans Internet. C'est-à-dire essayer de penser au fait que déjà nous ne serions pas là, vous et moi, puisque c'est grâce à Internet qu'on peut diffuser ce contenu. Mais dans tout un tas d'actes quotidiens de la vie, nous aurions un certain nombre de freins à l'échange, essentiellement à l'échange d'informations. Quand Bitcoin est né, c'était uniquement quelques initiés, ou quelques informaticiens curieux. Quelques geeks, comme on dit. Quelques geeks, qui ont eu accès à cette information. Et puis, peu à peu, cette information s'est diffusée. On a eu de plus en plus de gens qui se sont intéressés à Bitcoin. Moi, la première fois que je m'intéresse à Bitcoin, il vaut quelques centaines de dollars. Je trouve que l'invention est intéressante. Ça m'interroge et ça m'interpelle. Mais j'ai loupé mes rendez-vous avec Bitcoin pendant des années, de 2015 à 2019. Et on dit souvent entre nous qu'on entre dans Bitcoin, on achète ses premiers Bitcoins au prix auquel on le mérite. Voilà. Et donc c'est pas toujours au meilleur prix, mais c'est au prix auquel on le mérite. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une courbe d'adoption qui pourrait ressembler à la courbe d'adoption d'Internet. Aujourd'hui, nous avons quelques centaines de millions de personnes qui ont adopté Bitcoin. Et on est à l'adolescence de Bitcoin, comme on a pu être il y a quelques années à l'adolescence d'Internet. Que vaut un Bitcoin? C'est quoi la valeur d'un Bitcoin aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la déterminer? Alors oui, simplement Bitcoin est un actif qui est coté dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans les bourses? Alors, pas dans les bourses. Il n'y a pas de bourse. C'est que vous avez une cotation dans des bourses, enfin, dans des plateformes d'échange centralisées, et vous devez passer par une plateforme d'échange centralisée pour aller de Bitcoin à de l'euro ou aller de Bitcoin et du dollar, mais vous pouvez aussi acquérir quelque chose en Bitcoin. Vous avez des annuaires où vous pouvez acquérir tout un tas de choses, tout un tas de produits et de services en Bitcoin. Nos consultations, par exemple, sont accessibles en paiement en Bitcoin. Et donc, vous avez une cotation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait que c'est un actif qui est très liquide. Il y a une interrogation le 7 octobre 2023 lors d'une attaque du Hamas en Israël. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vendu, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, pour acheter des fractions d'or, pour acheter de l'or numérique, et des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un actif qui est hyper liquide parce qu'il est coté en continu partout dans le monde, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Le Bitcoin n'a pas besoin d'une banque centrale pour lui fixer sa valeur. C'est complètement hors du système des banques centrales. Hors du système des banques centrales, c'est une question d'offre et de demande, enfin d'offre, c'est-à-dire combien de gens demandent du Bitcoin, combien de gens l'offrent. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix monte. Et à partir du moment où la demande est inférieure à l'offre, le prix baisse. Une valeur fixée par ceux qui l'utilisent. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la progression du cours du Bitcoin ? Oui, alors, on peut l'expliquer. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de... Pourquoi Bitcoin a été créé aussi ? Il a été aussi créé par rapport à une crainte d'un effondrement bancaire. Dans le premier bloc qui est miné sur la blockchain, Satoshi Nakamoto fait référence à la une du Times de début 2009 dans laquelle il est écrit « La chancelière annonce un deuxième plan de sauvetage des banques ». Et ce qui est un rappel de la fragilité du système bancaire mondial. Moi, je faisais partie de ceux qui, à partir des années 2004-2005, trouvaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Donc, de plus en plus de personnes se disent, tiens, dans un monde qui crée de la dette, et cette dette, elle a été créée avec les taux bas à partir de 2008, est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose de plus pratique que l'or pour stocker de la valeur ? Et donc, Bitcoin se propose comme un challenger de l'or, discret d'abord, et puis, peu à peu, sa capitalisation a augmenté. Récemment, l'année dernière, il a dépassé la valorisation, la capitalisation de l'argent. Mais c'est aussi un réseau de paiement.
Et je vous donne un exemple très simple. Vous connaissez tous Visa, mais il y a beaucoup plus de transactions en termes de montant sur Bitcoin que sur le réseau Visa. Alors, on sait qu'il existe aujourd'hui plusieurs milliers de crypto-monnaies. Oui. Quelle part occupe Bitcoin dans ce marché des crypto-monnaies ? Aujourd'hui, on parle de 55%. C'est-à-dire, si on regarde la capitalisation mondiale des crypto-monnaies, Bitcoin représente 55%. Et en fait, on se rend compte que cette part qui avait baissé jusqu'à 36-37% en 2021-2022 est remontée progressivement pour atteindre 55%. Et c'est un mouvement qu'on voit, il y a plus de la confiance revient plus sur Bitcoin, même si le côté jeu est plutôt le côté jeu et gain rapide et facile est représenté par les autres crypto-monnaies. On l'expliquait un tout petit peu tout à l'heure ensemble. On entend que l'un des principaux avantages du Bitcoin, c'est sa résistance à l'inflation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, quand Christine Lagarde nous parle de l'inflation en nous disant qu'elle vient à peu près de on ne sait pas où, pour pas faire d'anglicisme, je n'ai pas cité sa phrase en anglais, eh bien, elle vient de la création monétaire. Si je suis dans un espace contraint où mon PIB augmente de 2% et ma masse monétaire augmente de 10%, tôt ou tard, je vais me retrouver avec une inflation des prix. Alors, soit sur uniquement une partie des biens, comme l'immobilier, soit sur l'ensemble des biens manufacturés, soit sur l'ensemble de l'alimentation. Enfin, il y a plein de raisons de voir cette augmentation des prix. Plus je crée de l'argent, ou plus j'ai de la dette. Avec la planche à billets. Exactement. Plus on imprime, plus la valeur de la monnaie diminue. Plus la densité de la monnaie diminue. Mais sur Bitcoin ? Et bien sur Bitcoin, comme on a un nombre limité de Bitcoin, avec une création désinflationniste, eh bien on se rend compte que la rareté s'organise alors que la masse monétaire augmente. Donc il y a un lien direct entre création monétaire et prix du Bitcoin. D'ailleurs, c'est la seule corrélation qu'on a remarquée jusqu'aujourd'hui. Je suis intervenu sur plusieurs conférences, on me disait oui, mais alors le Nasdaq, qui est les valeurs technologiques américaines, monte, Bitcoin monte, Nasdaq descend, Bitcoin descend. Non. La seule vraie corrélation qui existe, c'est la création monétaire. Plus on crée de la monnaie, plus Bitcoin monte. Moins on crée de la monnaie, moins Bitcoin monte. Donc ce qui veut dire que le principal danger pour Bitcoin, ça serait que les banques centrales reviennent à l'orthodoxie monétaire. Ce que, de vous à moi, je ne vois pas pour tout de suite. Alors, il existe donc, c'est fixé depuis la création de Bitcoin, 21 millions de Bitcoin potentiellement en circulation. Je crois qu'on n'a pas encore atteint les 21 millions. Donc ça veut dire que la valeur des Bitcoins augmente avec le temps. Oui. Elle augmente donc de 3,125 Bitcoins toutes les 10 minutes en ce moment, et elle continuera à diminuer. Pour vous donner un exemple encore de comparaison avec l'or, les découvertes d'or vont aujourd'hui plus vite que la création de Bitcoin, et dans 4 ans, elles iront 2 à 3 fois plus vite. Donc on créera, entre guillemets, 2 à 3 fois plus d'or que de Bitcoin dans 4 ans. Surtout, cette création monétaire, elle est programmée et connue. C'est-à-dire, je peux même vous dire, dans 8 ans, 10 ans, 12 ans, combien on produira de Bitcoin. Donc, si on prend ce rapport par rapport à l'or, on sait déjà qu'on en produit moins. On en produit moins dans un monde qui, lui, est en croissance. Même si la croissance est faible, on a un monde en croissance. Et surtout, on a un monde qui crée de plus en plus de millionnaires. Ce monde qui crée de plus en plus de millionnaires, eh bien, il ne pourrait pas avoir un Bitcoin par millionnaire. 60 millions de millionnaires dans le monde, 21 millions de Bitcoin, il y en a pas un pour chacun. Donc cette limitation à 21 millions n'est absolument pas un problème. Tout le monde, l'humanité entière pourrait fonctionner, le système monétaire international pourrait fonctionner sur 21 millions de Bitcoin. Alors je pense que ça, c'est une utopie. Ouais. Je pense que ça, c'est un rêve de maximaliste. Je ne pense pas qu'on puisse faire vivre l'ensemble d'une économie sur un actif. Quand il y a eu l'or, qui était la monnaie de réserve et la monnaie de valeur par référence, il y a toujours eu ce qu'on appelait du bimétallisme, où il y a toujours eu des monnaies autres. L'argent, l'argent et même le cuivre. D'ailleurs, l'État ne frappait pas les pièces de cuivre. Il laissait d'autres frapper les pièces de cuivre. Lui s'intéressait à frapper les pièces d'or et les pièces d'argent. Donc Bitcoin peut être une réserve de valeur, peut être un système monétaire en lui-même, mais je ne pense pas qu'on puisse appuyer l'ensemble d'une économie sur Bitcoin. Alors Bitcoin permet d'échapper à tout un tas de catastrophes que l'on peut redouter à l'avenir. Il permettrait d'échapper à un crack.
qui permettrait d'échapper à la dépréciation de l'euro ou alors au blocage des comptes en banque, comme on a vu sur l'île de Chypre il y a quelques années. Alors, pour revenir sur la problématique du krach. Bon, quand il y a un krach financier, il est rare qu'il ne touche pas l'ensemble des actifs financiers. Par contre, on a pu remarquer aujourd'hui que Bitcoin avait une très forte résilience aux crises géopolitiques. C'est-à-dire qu'il est capable de retrouver son cours de manière extrêmement rapide après chaque crise géopolitique. D'ailleurs, il y a une étude de Neoma qui est parue cet été, qui explique et qui montre, preuve à l'appui, qu'en cas de crise géopolitique, Bitcoin retrouve très très vite son cours. S'il y a un krach financier mondial, je ne vois pas Bitcoin complètement à l'abri. Moi, j'ai vu par exemple en 2008 ou en 2020, même par certains côtés, les gens ont besoin de liquidité, ils vendent même de l'or. Par contre, on sait que dans un deuxième temps, quand les gens anticipent ce qui va se passer, eh bien, il faut, quand un système s'effondre, il faut un système de substitution. Et ce système de substitution, Bitcoin peut tout à fait le représenter et l'assumer, puisque c'est intrinsèquement son fonctionnement. Alors, il existe des inconditionnels de l'or, on en a suffisamment reçu sur ce plateau. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les convaincre que Bitcoin est une alternative réellement crédible ? Alors, d'abord, il faut voir qu'il ne faut pas vendre son or pour acheter du Bitcoin. Par contre, Bitcoin est un très bon complément à une position d'or dans son portefeuille. Pourquoi ? Parce que si les deux sont émis en quantité limitée, les deux ont des qualités intrinsèques qui font que Bitcoin va être par rapport à l'or beaucoup plus facile à transporter, beaucoup plus facile à échanger, beaucoup plus facile à détenir, par exemple, soi-même. Puisque une des qualités intrinsèques de Bitcoin, c'est la facilité à le détenir soi-même et à être souverain sur cette partie de son patrimoine. J'imagine quelqu'un qui posséderait 1 million d'euros en or chez lui, il serait une cible facile pour des gens qui voudraient lui dérober. C'est beaucoup plus compliqué d'être une cible quand on détient 1 million d'euros de Bitcoin parce qu'il y a plein de manières pour se protéger et c'est beaucoup, beaucoup plus discret. Et vous nous expliquez que le système de sécurité de Bitcoin a un algorithme qui est considéré comme l'un des plus sûrs. Alors, si on parle de sécurité, aujourd'hui, il n'y a pas eu de hack, il n'y a pas eu d'attaque réussie contre Bitcoin. Il y a des gens qui ont volé des bitcoins chez des dépositaires, chez des gens qui faisaient du service autour du bitcoin. Mais la blockchain n'a jamais été attaquée avec succès parce que, intrinsèquement, elle est protégée par son architecture en elle-même qui fait que ça la protège complètement d'une attaque et qu'aujourd'hui, une attaque coûterait extrêmement cher. C'est ce qu'on appelle une attaque à 51%, voire même une détente attaque, qui devrait mobiliser d'énormes moyens financiers pour arriver à l'écroulement de la valeur. Donc ça veut dire que tous les moyens qu'on engage ne seraient jamais récompensés par un quelconque gain financier. Alors, Bitcoin est une monnaie numérique. Qu'adviendrait-il de mon Bitcoin, de mes Bitcoins, si il arrivait un blackout général ou une panne? Oui, ça peut arriver. Alors d'abord, il faut savoir que mes Bitcoins ne sont jamais perdus. Surtout si je les détiens moi-même. En fait, il faut imaginer déjà que Bitcoin, 21 millions de Bitcoin, c'est comme 21 millions d'hectares. Ce qui veut dire que quand vous possédez un hectare, vous ne l'avez pas sous le bras. Par contre, vous avez le titre de propriété. Ce que je vais utiliser comme image, c'est la clé des champs. Avoir la clé de ces bitcoins, c'est détenir la clé des champs. Cette clé des champs, je vous encourage à ne pas la laisser sur une plateforme numérique, mais à la détenir vous-même. Il y a des moyens de le détenir soi-même. Ce qui veut dire que si j'ai un blackout généralisé qui dure très longtemps, pendant ce blackout, je n'ai effectivement pas la possibilité d'échanger mes bitcoins. Par contre, je ne crois pas au blackout généralisé de longue durée. On aura d'autres problèmes à gérer que celui de la détention d'une réserve de valeur. Mais en tout cas, dès que je retrouve de l'électricité, de l'énergie et du réseau, eh bien, j'ai la possibilité de nouveau d'échanger. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Bitcoin et l'or sont deux manières d'adresser un problème de l'effondrement monétaire. Alors, on disait tout à l'heure, ce Andreas Antonopoulos dit ceci, Bitcoin s'attaque au système bancaire tout entier. Donc on peut imaginer que les États, le système bancaire qui entretiennent une relation de connivence certaine,
pourrait voir l'émergence de cette monnaie numérique d'un mauvais œil. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des attaques d'États ou de banques contre le système Bitcoin? Oui. Alors en fait, il est normal que les États, et notamment les banques commerciales, voient d'un mauvais œil Bitcoin. C'est un concurrent de leur devise. Oui, c'est un concurrent. C'est un concurrent surtout des établissements bancaires. Et à ce titre, comme les banques centrales sont indépendantes, nous dit-on, en fait, on voit que c'est une indépendance toute relative, puisque les dirigeants des banques centrales sont très souvent d'anciens banquiers commerciaux. Donc on peut dire qu'il y a une certaine consanguinité entre les banquiers centraux et les banquiers commerciaux. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre d'attaques, plus ou moins déguisées, contre Bitcoin. La première, on la voit en Europe, elle se passe, c'est une bataille à mort entre la BCE, ou en tout cas la régulation bancaire, et la régulation qu'on met en place sur les crypto-monnaies. En France, c'est une fiscalité particulièrement complexe. En Europe, c'est une régulation qui s'appelle MiCA, qui est à peine en place et qu'on veut encore durcir. Donc il y a véritablement un combat contre Bitcoin qui est une certaine liberté, une certaine souveraineté monétaire sur votre patrimoine. Et si je prends un exemple simple, je vous ai dit tout à l'heure qu'on arrivait à dépasser le niveau de transaction qu'il y avait sur le réseau Visa. Si je prends un bloc, je regarde très souvent les blocs qui s'échangent et qu'est-ce qu'il y a dans les transactions. Très souvent, on trouve des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui, imaginons qu'on soit deux entreprises, tous les deux on est une entreprise qui doit s'échanger des gros montants, je peux vous envoyer 300 millions de dollars en 10 minutes pour $3, pour un coût de $3. Et le coût, c'est le pourboire que j'envoie aux mineurs. Donc, vous voyez l'État, il a peut-être envie de prendre sa part là-dessus. Alors, créer une espèce de TVA. Sans parler de l'État, parce que de toute façon, les échanges internationaux entre votre entreprise et la mienne est totalement libre. Mais les banques aimeraient simplement prendre des frais. Ouais. Et là, ils ne les prennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des échanges monétaires faramineux, colossaux, dans lesquels les banques ne prélèvent pas. Il faut savoir que la plus grosse industrie mondiale, c'est l'industrie du paiement. 2200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et Bitcoin s'attaque à cette industrie. Vous comprenez qu'il y a obligatoirement de la coercition qui va s'appliquer. Et si un État tentait de mettre des freins au développement Bitcoin sur l'échelle d'un territoire, il se passerait quoi? Eh bien, prenons l'exemple de la Russie qui interdit sur les échanges de son territoire l'utilisation de Bitcoin. C'est le territoire où il y a le plus d'utilisation de crypto-monnaies. La Chine a interdit 4 fois Bitcoin. Bon, c'est l'un des endroits où il y a énormément d'échanges Bitcoin. C'est même eux, les Chinois, qui ont dit, une fois qu'ils avaient interdit le minage, ils ont dit hop, revenez, vous nous équilibrez notre réseau électrique. D'accord. Donc la seule contrainte serait quoi? Serait qu'il y ait une coordination mondiale des États contre Bitcoin. Mais pour cela, il faudrait quoi? Il faudrait que nous ayons des États alignés. Ouais. Je pense que le monde actuel, pas à cette guerre. Je pense que le monde actuel ne va pas dans l'alignement. Alors, on accuse le Bitcoin d'être anonyme, de faire le jeu des mafias. Ça nous rappelle un petit peu ce qui est arrivé avec M. Durov et sa plateforme Telegram. Est-ce que vous comprenez cet argument? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, si on regarde les transactions frauduleuses sur les crypto-monnaies au sens large, nous sommes à 0,24% des échanges. Ce chiffre est en augmentation forte en 2023 par exemple, parce qu'on estime que tout ce qui se passe comme transaction crypto en Russie est frauduleux. Mais si vous enlevez cette partie-là, vous vous rendez compte que de moins en moins de transactions frauduleuses se passent sur Bitcoin notamment. Pourquoi? Parce qu'on laisse des traces. Ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme. C'est-à-dire que si moi, je vous envoie une fraction de Bitcoin, c'est mon adresse vers votre adresse. Ce qui veut dire que la gendarmerie peut très bien aller faire des recherches pour un jour lier votre adresse Bitcoin à une adresse IP. Adresse IP, c'est là où vous recevez vos mails et ainsi de suite, et à votre adresse physique, et venir vous interpeller. Un jour, on interrogeait pour nos webinaires le colonel Duvignage, qui était à l'époque le patron de la cellule cyber de la gendarmerie dans le cyberespace. Il disait, les cryptos ne sont pas plus ou moins utilisés que le reste. Alors, on entend beaucoup d'écologistes nous parler d'une catastrophe environnementale
quand on parle du Bitcoin, puisque le Bitcoin a besoin de matériel informatique qui consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'il en est là? Donc, pour arriver à valider les transactions, il y a une compétition mondiale de machines de calcul. Ces machines de calcul font beaucoup de transactions, beaucoup de calculs à la seconde, donc ont besoin d'énergie. Donc, Bitcoin consomme de l'énergie. Cette énergie, il faut qu'elle soit peu chère et il faut qu'elle soit disponible. Ce qui veut dire que la plupart aujourd'hui des gens qui vont faire du minage vont aller sur des extra-capacités électriques. Dans le monde, on a la capacité de produire 3 fois plus d'électricité qu'on en consomme. Donc c'est cet excédent de production que Bitcoin va chercher. Vous pouvez remarquer qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde où, à certaines heures, on produit trop d'énergie. Ou, par exemple, en Afrique, on a des infrastructures qui ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas de réseau. Eh bien, c'est cette énergie-là qu'on va utiliser. Exemple, je peux avoir au Congo l'installation de centrales hydroélectriques qui, dans un premier temps, vont être utilisées par Bitcoin, puis après, par des industries qui vont se mettre en place parce qu'on a pu avoir un revenu initial proposé par Bitcoin. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que coûte énergétiquement le système bancaire dans sa partie paiement-virement par rapport à ce qu'utilise le Bitcoin? Alors on a un exemple qu'on a ramené à la transaction immédiate. C'est un calcul qui a été fait par Michel Kazaka, qui est assez probant. Aujourd'hui, un système bancaire qui veut faire un virement immédiat n'a pas été du tout prévu pour cela. Le réseau de paiement pour les tout petits montants, qui est un réseau de paiement qui s'appelle Lightning et qui est basé sur Bitcoin, permet d'échanger de la valeur de manière immédiate, sans frais. Globalement, un paiement dure 3 secondes. Enfin, un échange de valeur dure 3 secondes. C'est souvent comme ça. On n'a pas le temps de faire la capture d'écran tellement ça va vite. C'est 50 fois moins d'énergie dans une transaction Lightning que dans une transaction bancaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'industrie des paiements, c'est la première industrie mondiale. Et donc, je vous invite à regarder les travaux de Michel Kazaka et vous allez voir, il prend ceci au niveau global et au niveau d'une transaction. Donc, Bitcoin est un élément, quand on l'utilise à bon escient, est un élément exceptionnel. Regardez les transactions, quand on a des transactions moyennes de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui vont intégrer et occuper un bloc, on se rend compte que l'empreinte laissée par cette transaction était extrêmement faible comparée au réseau bancaire. Alors, en lien au Bitcoin, on évoque souvent l'explosion depuis 2020 de ce qu'on appelle la finance décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a Bitcoin, qui est fait pour échanger de la valeur, et il y a le reste, notamment qui est basé sur les smart contracts ou les contrats dits automatisés. Ces contrats automatisés, si on veut faire un parallèle, c'est comme quand moi je veux aller changer de l'euro à du dollar. Aujourd'hui, je vais sur un échange centralisé, j'ai un centralisateur, et parce que je dis euro-dollar parce que c'est le marché le plus important, le marché d'échange. Et à ce moment-là, je vais à un endroit où je vois qu'il y a une cotation et je sais que si je veux mettre du dollar, à ce moment-là, ça va coûter tel prix. Comme quand je veux acheter aujourd'hui une action Air Liquide, j'ai un carnet d'ordre, je place mon ordre en fonction de ce qu'il y a. Tout ça, c'est centralisé. Eh bien, la finance décentralisée, c'est la capacité d'amener du cash et d'emprunter contre le cash que j'ai amené. Sauf que je n'amène pas du cash en monnaie, j'amène du cash en crypto. Donc j'amène une crypto, je la mets en garantie et on me prête une autre crypto. Ce qui veut dire que moi-même, je peux emprunter pour aller faire un autre usage, ou je peux mettre à disposition de quelqu'un mes cryptos et j'ai une garantie. Mais si je prends mon exemple de tout à l'heure, qui est le carnet d'ordre, en crypto, vous avez différentes représentations du dollar. Vous avez, pour faire plus simple, Tether qui propose $1 sur la blockchain et Circle qui propose $1 sur la blockchain. L'un s'appelle USDT, l'autre s'appelle USDC. Si je veux passer de l'USDC à l'USDT, eh bien, je peux aller dans un système centralisé comme Binance, par exemple, Coinbase, ou ainsi de suite. Mais je peux aller aussi sur une plateforme automatisée, totalement automatisée, donc la fameuse finance décentralisée, dans laquelle, eh bien, vous voulez faire cet échange, moi j'ai des liquidités, moi je mets à disposition la liquidité des deux monnaies, vous venez faire votre change, vous avez des frais, et moi, comme j'ai mis la liquidité à disposition, je touche une partie de ces frais. Donc c'est générer des revenus. C'est générer des revenus de manière active. Je suis acteur de mon rendement parce que je vais générer des revenus avec mes cryptos.
Alors également cette notion qu'on avait d'ailleurs évoquée avec Ludovic Malot, économiste franco-suisse, c'est celle de tokenisation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire là encore ? En fait, il faut comprendre que quand vous avez une blockchain, pour faire une transaction sur une blockchain, il vous faut ce qu'on appelle le coin. Sur Bitcoin, il n'y a pas le choix, vous avez juste le coin qui est Bitcoin. Quand vous allez sur Ethereum, qui est la deuxième blockchain, vous avez l'Ether, qui permet de payer les frais de transaction. Mais sur Ethereum, vous pouvez voir la représentation d'une once d'or. Et donc, si vous partez de votre dollar dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous dites, tiens, j'ai de quoi m'acheter une once d'or qui est sur la blockchain, qui est représentée sur la blockchain, eh bien, pour aller de mon USDT à mon Pax Gold, eh bien, je vais devoir payer des frais de transaction qui sont l'Ether. Et donc, vous avez compris une chose, c'est que l'Ether, c'est le coin qui vous permet de payer les frais de transaction, mais l'USDT et le Pax Gold qui représentent, c'est l'un, le dollar tokenisé, et le deuxième, c'est l'or tokenisé. C'est la représentation d'un actif sur une blockchain. Au lieu d'avoir un ETF or, vous avez la représentation de l'or sur la blockchain. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une transaction qui se fait sans passer par un échange centralisé, sans passer par un pouvoir centralisé, sans passer par un banquier, sans passer par une chambre de compensation, et ainsi de suite. Tout ça avec des contrats automatisés. Moins de frais, plus de réactivité, plus de rapidité, souvent pour une sécurité identique. Donc, la finance traditionnelle risque de se faire ubériser, d'une certaine manière, par cette automatisation des échanges que permet la tokenisation des actifs, c'est-à-dire avoir la représentation d'un actif sur une blockchain. C'est ça, c'est un token qui représente un actif. C'est une espèce de vengeance contre l'ubérisation. C'est une ubérisation de l'ubérisation ? C'est une ubérisation de la finance. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous arriver dessus, et surtout pour lequel le monde financier lutte. Mais on a un exemple avec BlackRock, premier gestionnaire de fonds mondial, qui a créé le Beedle. Et le Beedle est un jeton qui vous donne accès au rendement des bons du Trésor américain, le Treasury Bonds, que vous pouvez acheter à midi, revendre à 13h, vous avez le rendement à midi. Et ça se fait sans passer par une chambre de compensation, par une banque ou quoi que ce soit, ni par une SICAV de trésorerie ou autre chose. C'est un bras d'honneur fait au système bancaire, et c'est BlackRock qui se permet de proposer ça aujourd'hui. Alors concrètement, comment on investit dans les crypto-monnaies? Où ça se passe? Quelle part investir par rapport à son 100% de patrimoine? Beaucoup de questions dans cette question. On va commencer par la proportion. Aujourd'hui, si on veut commencer, je pense qu'il ne faut pas mettre plus de 2 à 5% de son patrimoine dans les cryptos, et il faut commencer par Bitcoin. Il faut commencer par ce qui a inventé la blockchain et ce qui a inventé la crypto, qui est Bitcoin. Et quand on investit, il ne faut pas investir d'un coup de tête. La plupart du temps, on investit parce qu'on a entendu des informations et parce qu'on a entendu beaucoup d'informations. Donc la plupart du temps, les gens investissent sur des hauts de marché. Donc il faut, pour nous, investir de manière régulière, idéalement toutes les semaines. Actif volatile, ce qui veut dire je sépare et je mets des petites fractions d'investissement. On parle de décrochage de 10% par exemple en une seule journée, donc il ne faut pas perdre les pédales, quoi. Oui, mais même Bitcoin, moi j'ai connu une journée, on a fait moins 30 sur Bitcoin. Donc oui, ça peut être extrêmement volatile, mais on a des journées aussi où on augmente, ou des semaines où on augmente énormément. Un actif volatile, plus l'actif est volatile, plus il faut fractionner son entrée et fractionner sa sortie. Ensuite, on peut aller sur une plateforme centralisée. Il y en a en France, il y en a Paymium pour la France par exemple, il y en a en Suisse, Mon Pèlerin, il y en a ou des brokers, enfin des courtiers. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin, il faut détenir ces fractions de Bitcoin. Et il faut donc apprendre. C'est-à-dire que si en même temps qu'on acquiert, on n'acquiert pas la culture, on investit dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et si vous investissez dans quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est souvent le début des bêtises. Et vous en faites beaucoup. Donc faites-vous accompagner par des gens. Comment on se prévaut d'une arnaque ? Alors, on se prévaut d'une arnaque déjà en allant sur des sites officiels. C'est-à-dire que vous avez... C'est pas délirant parce que je vous vois sourire, mais ma question... Ah non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui nous appellent, qui ont écouté, qui nous ont entendus à une conférence, qui ont voulu faire tout seul et qui nous appellent parce qu'ils ont été sur une arnaque. Parce qu'ils ont voulu aller sur une plateforme et que c'était la plateforme, mais ils n'ont pas fait attention que la fin du nom de la plateforme était en fait... c'était au lieu de bitget.com, c'était autre chose. Et puis, du coup, ils sont allés
aller se faire, ils ont perdu de l'argent. Donc, non, on peut aller sur des liens officiels. Et pour aller sur des liens officiels, il faut aller sur des blogs qui vous donnent des liens officiels. Le plus simple, c'est quand même d'aller vers quelqu'un qui est reconnu comme un expert du secteur. On a de la chance, en France, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube, il y en a qui ont des blogs très très bien faits. Et l'idée, c'est de se faire accompagner. On peut aussi acheter, il y a des livres qui sont très intéressants pour comprendre comment investir dans Bitcoin. Mais retenez bien, il faut investir en même temps que l'on essaie de se former, parce que faire l'un sans l'autre, si on se forme sans investir, ça sert à rien. Et si on investit sans se former, ça sert à rien. C'est là où on fait des bêtises. Donc il faut vraiment faire les deux en même temps et toujours ne mettre dedans que ce que l'on est prêt à perdre. Et ça s'adresse à quel genre de patrimoine, le Bitcoin? Il faut avoir 1 million en réserve pour s'intéresser à ça, ou on peut commencer quand on a 10 000 euros devant soi ou 5 000? On peut commencer avec des petites fractions. Moi, j'ai commencé à l'époque en achetant avec mon compte Revolut une petite fraction de 10 euros. C'était pas la meilleure manière. Après, j'ai changé. Mais en tout cas, c'était une manière de tomber dans le trou du lapin, comme on dit, comme Alice au pays des merveilles. Et donc, on peut commencer avec des tout petits montants. Et après, au fur et à mesure que son patrimoine augmente, mettre des montants plus importants. Et puis aussi, savoir profiter quelquefois des plus-values. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette matière? Pourquoi vous vous êtes dit du jour au lendemain, tiens, je vais m'y mettre? 21 millions. 21 millions de Bitcoin? Oui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est 21 millions. C'est-à-dire, j'ai un actif dont je sais que la quantité est limitée, intrinsèquement, basiquement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de souveraineté. Je suis souverain sur mon patrimoine et c'est moi qui décide ce patrimoine-là et j'en détiens les clés moi-même. Et ce n'est pas mon notaire, mon banquier, mon assureur, ainsi de suite. C'est moi qui en détiens les clés. Donc, la notion de souveraineté. Souveraineté. Et puis après, la notion d'incensurabilité, même s'il ne faut pas penser que si jamais on fait des bêtises, je pense qu'on pourra se faire piquer. Si on fait des bêtises, on peut les perdre ou se les faire confisquer. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile que sur son compte bancaire. Voilà. Donc, rareté, souveraineté, faible censurabilité sont les 3 points qui m'ont amené, moi, à Bitcoin. Alors, Bitcoin, on le rappelle, est un actif, donc on peut le dépenser. Donc, comment on dépense ces Bitcoins? Alors, on dépense ces Bitcoins en allant sur des sites où on peut payer en Bitcoin. Et donc, on a... Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais sur Darty, Fnac, pour tous les citer? Pas encore. Mais par exemple, il y a des carrefours. Là, à Rouen, on a un carrefour, par exemple, dans lequel on peut payer en Bitcoin. Il y a de plus en plus de commerces qui acceptent du Bitcoin et on participe. Donc, vous avez des annuaires dans lesquels vous pouvez trouver l'ensemble des personnes qui acceptent du Bitcoin. On peut acheter une voiture en Bitcoin en France, en Belgique. En Espagne, on peut acheter même une maison en Bitcoin. Mais nous travaillons tous à la popularisation de toutes les solutions de paiement et ce sont des choses qui avancent. Alors, Bitcoin, on l'a dit, échappe à l'État, aux banques, sauf si on fait de la plus-value sur son Bitcoin. Donc là, il faut déclarer ces Bitcoins à la fiscalité française, à Bercy. Comment on s'y prend? Alors, Bitcoin n'échappe pas à l'État quand j'ai des obligations fiscales, et ces obligations fiscales, je dois les remplir. Et moi, en tant que conseiller, je ne vais pas vous demander de vous soustraire aux obligations fiscales. Donc, ce qui veut dire, quand je détiens des Bitcoins sur une plateforme centralisée, je dois dire que j'ai un compte dans une plateforme centralisée. Si j'ai fait des transactions qui m'ont amené à faire de la plus-value, c'est-à-dire je suis allé sur des cryptos et après je suis reparti des cryptos ou de Bitcoin vers de l'euro ou vers du dollar, à ce moment-là, je dois déclarer une plus-value. Et de cette plus-value, je vais la déclarer dans ma déclaration d'impôt annuelle. C'est à ce moment-là que je porte à connaissance de l'administration fiscale mon portefeuille, puisque je dois donner un peu la taille de mon portefeuille quand je fais une transaction. Donc c'est à cette occasion-là que je déclare à l'administration fiscale que je possède un portefeuille de crypto. Mais vous pouvez très bien aujourd'hui avoir dans votre société, dans une société civile, un portefeuille que vous ne dépensez jamais. Et à ce jour, si vous possédez vous-même les clés et que vous ne dépensez jamais ce portefeuille, vous n'avez aucune obligation fiscale de le déclarer. De même, quand vous faites du minage, quand vous êtes mineur de Bitcoin, et vous pouvez acheter quelques machines de minage chez un prestataire, eh bien vous pouvez recevoir sur une adresse, vous pouvez avoir ça par votre société, par votre holding ou choses comme ça, vous recevez, et vous n'avez pas d'obligation de déclaration de ces fractions de Bitcoin. Est-ce qu'on peut imaginer, ça sera ma dernière question, Louis-Alexandre,
de Froissart, avec l'arrivée du Bitcoin, la mort du système bancaire. Est-ce qu'on peut vivre sans système bancaire et juste avec un système comme les crypto-monnaies ? Je pense que c'est une utopie, parce que l'État a le monopole de la violence, a la légitimité. Les deux systèmes l'État vivront. a la légitimité de la violence. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas forcément... on n'est pas dans un monde actuellement où on va accepter qu'une monnaie soit émise par un organisme privé et gérée par un organisme privé. Même si c'est arrivé dans le passé. Donc je pense qu'on aura toujours un système. Et la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire qu'on aura une monnaie de réserve, qui peut être l'or et Bitcoin, et une monnaie de dépense, qui sera l'euro ou autre chose. Merci à Louis-Alexandre de Froissart. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent se procurer cet ouvrage très complet de l'économiste Philippe Herrlin, Bitcoin, comprendre et investir. Merci à vous, monsieur. Merci Pierre Bergeau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.